Ho, ho, ho du 17 décembre, c'est la dernière émission de Info.tvc pour l'année 2021. Ici Marc Baudouin, bonne émission. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, le temps des fêtes, ça me rend festif et coloré. Et cette année encore, la COVID-19 s'invite dans nos fêtes de Noël. Le premier ministre du Québec a fait une annonce hier pour annoncer les nouvelles mesures. Donc, les festivités à l'intérieur pourront accueillir 10 personnes au lieu de 20. Tout ce qui est party de Noël, karaoké, tout sera annulé et la danse également. Et puis, les restaurants, les églises, les bars, les commerces pourront accueillir seulement 50 de leur clientèle habituelle, jusqu'à une concurrence de 250 personnes en même temps. Et puis, pour les écoles, le retour en classe au mois de janvier se fera comme prévu pour les écoles primaires. Pour les écoles secondaires qui devaient recommencer dans la semaine du 3 janvier, les cours se donneront à distance et le retour en classe se fera dans la semaine du 10 janvier. Et puis, on essaie de faire attention à nos contacts dans les prochaines semaines, essayer de rencontrer le moins de monde possible. Donc, on suit également les consignes sanitaires, lavage des mains, port du masque et distanciation. Donc, voici maintenant les informations de la MRC, de la Matapédia. Mercredi, en fin de journée, un incendie s'est déclaré à l'école de Lac-au-Saumon. L'incendie serait causé par un trouble électrique qui aurait démarré dans la salle des toilettes des filles. Les 126 élèves et le personnel ont été évacués. Tout s'est bien déroulé. Des autobus attendaient les étudiants pour les garder à l'abri et au chaud. Ça a pris l'intervention d'une douzaine de pompiers pour maîtriser et empêcher la propagation de l'incendie. On estime les dommages à environ 1 500 $. Et il faut rappeler qu'il n'y a pas eu aucun blessé lors de cet incident. Cette semaine, il y a eu 13 nouveaux cas de COVID pour la MRC de la Matapédia. On est rendu maintenant à un total de 439 cas depuis le début de la pandémie et 23 cas sont toujours actifs actuellement. La vaccination dans les écoles primaires du Bas-Saint-Laurent s'est débutée et devrait se terminer le 21 décembre. En ce qui a trait à la dose de rappel du vaccin contre la COVID-19, le groupe d'âge des 65 ans et plus, les plages horaires seront ouvertes à partir du 20 décembre et à partir du 27 décembre, c'est les gens âgés de 60 ans et plus qui pourront prendre leur rendez-vous. Pour entamer les festivités du 125e anniversaire de la ville de Causapscal, un feu d'artifice aura lieu le 31 décembre au parc de la Pointe à 21 h. L'activité est gratuite, est ouverte à tous, mais le passeport vaccinal sera exigé. Des boissons chaudes seront distribuées pour se réchauffer. Dans la situation où la température ne permettrait pas que l'événement ait lieu, celui-ci serait reporté au 2 janvier à 18 h. On poursuit maintenant avec la passerelle à Amqui, donc la passerelle de Gilles-Napoléon Pérusse qui est en train de subir une transformation. Eh bien, selon la page Facebook de la ville, les travaux vont bien et les échéanciers sont respectés. Donc, ce qui signifie que les gens, peut-être pendant la période des fêtes, pourront emprunter la nouvelle passerelle qui traverse la rivière Matapédia. Du côté de Causapscal, c'est une autre histoire. Les travaux de la passerelle ont dû être arrêtés en raison qu'il manque des travaux. La
la fourniture n'est pas arrivée. Donc, les travaux sont suspendus et devraient reprendre au printemps 2022. On parle d'élections municipales. Oui, elles avaient lieu le 7 novembre dernier, mais dans 2 municipalités de la MRC, des postes étaient encore à combler. Donc, on parle de Saint-Irène et de Saint-Vianney. Du côté de Saint-Irène, 5 sièges étaient toujours vacants au niveau des conseillers. Une élection a eu lieu le 28 novembre dernier et suite à cette élection-là, les sièges sont comblés et le conseil municipal est complet. Du côté de Saint-Vianney, la mise en candidature se terminait aujourd'hui et puis il va y avoir des élections en janvier 2022. Donc, le vote par anticipation aura lieu le 16 janvier et le jour du scrutin aura lieu le 23 janvier. C'est le temps des fêtes, bien sûr. Beaucoup magasinent leurs cadeaux en ligne, donc reçoivent les paquets chez eux, ce qui peut causer des vols d'emballage qui sont déposés devant les portes. Et la Sûreté du Québec a préparé une petite vidéo pour sensibiliser les gens et donner des solutions pour éviter justement le vol de paquets. Donc, on écoute cette petite vidéo. Bonjour à tous, vous avez sûrement vu des articles ce matin faisant état d'une augmentation de vol de colis. Effectivement, on entre dans une période où les achats en ligne montent en flèche, donc ça nécessite plus de transport et de dépôt de colis et par conséquent, il y a plus de vols de colis. Voici quelques conseils de notre équipe de prévention. Assurez un suivi de la livraison afin d'être présent au moment de la livraison. Privilégiez la collecte du colis à l'un des points de dépôt offerts dans votre localité ou à l'un des comptoirs de détail sécurisés ou exigez une signature à la livraison. Demandez à une personne de confiance de ramasser le colis pour vous en cas d'absence. Au besoin, modifiez l'adresse de livraison pour le domicile d'une personne de confiance qui sera disponible et aménagez un endroit sécurisé près de l'entrée pour le dépôt de vos colis. Par exemple, installer une caméra de surveillance, une sonnette intelligente et ou un coffre muni d'un cadenas incluant des instructions pour le livreur. N'hésitez pas à partager cette alerte info. Comme je vous l'ai mentionné, c'est la dernière émission de 2021 pour info.tvc. On a une belle émission pour vous. On vous présente cette semaine la 5e pièce de Monnaie Souvenir de Lac au Saumon. Et on vous parle du nouvel album de Gazé, Malakoureux. Donc, si vous avez encore des achats de cadeaux à faire pour Noël, c'est peut-être des belles solutions pour acheter à la dernière minute. On va également avoir notre chronique sport avec Étienne Boudreau qui nous parle de la difficile saison du Canadien. Mais pour commencer, on se dirige du côté du parc régional de Val-d'Irène. On ne connaît pas encore la date officielle de l'ouverture des pentes de ski et de planches à neige, mais surveillez les réseaux sociaux. L'information va y apparaître. Mais on vous présente quand même le reportage puisqu'il va y avoir des nouveautés cette année. N44. Pascal, qu'est-ce que tu fais là? Ben, je fais le bingo. Ben non, on a un nouveau brouillé! Rejoignez-nous au Télébingo ce dimanche à 12h30. Avec l'arrivée de la neige, les amateurs de sports d'hiver vont pouvoir commencer bientôt leurs activités si Dame Nature continue de bien collaborer. D'ailleurs, le parc régional Val-d'Irène pourrait lancer officiellement sa saison dans les prochains jours. Donc, j'ai avec moi le président du conseil administratif de la station, M. Manuel Quentin. Bonjour, M. Quentin. Bonjour, M. Baudouin. Donc, si ça va toujours bien, la saison devrait commencer sous peu. Oui, exactement. Samedi prochain est notre date prévue d'ouverture au calendrier, si la température le permet. On voit ce qui tombe aujourd'hui, là. Oui, ça regarde bien, là, il neige, on a de la belle neige. Oui. Exactement. Et puis, cette année, il va y avoir des nouveautés. Il va y avoir 2 nouvelles pistes de ski qui ont été mises en place. Pouvez-vous nous en dire un peu plus?
Oui, exactement. C'est le début d'un moyen projet qu'on a à la corporation d'amener de nouvelles pentes à la station. Alors, cette année, on a débuté les travaux cet automne en amenant 2 nouvelles pentes. C'est des secteurs qui parfois étaient skiés par certains skieurs et étaient convoités comme ayant le potentiel de devenir des pentes. Donc, on a décidé d'aller de l'avant avec ces pentes-là. On va offrir une nouvelle pente du côté sud de la montagne. On sait que la montagne a 2 versants. Alors, du côté sud, une pente de niveau très difficile, aussi connue plus sous le nom de 1 diamant noir. Alors, qui va se nommer la Nippon, qui est un sous-bois de bouleau blanc. Donc, ce sera notre premier sous-bois de bouleau du côté sud de la montagne. Donc, vous mentionnez qu'elle est très difficile, c'est une pour les experts, si je comprends bien. Ou quelqu'un qui commence pourrait l'utiliser quand même? Probablement que le skieur moyen va pouvoir s'y prêter, définitivement. Cependant, comme c'est en sous-bois, les stations sont tenues de classer les pentes comme étant très difficiles à extrêmement difficiles parce que les arbres eux-mêmes constituent un danger potentiel. Mais bien sûr, dépendamment des sous-bois, on a des sous-bois qui sont plus ouverts, plus serrés, moins abrupts. Donc celui-ci va être apprécié par une bonne partie des gens, je crois. Là. Parfait. Et il y en a une deuxième également? Oui, la deuxième du côté nord, qui va se nommer El Capo, comme le chef. Alors, ça deviendra probablement notre pente emblématique là, du versant expert. Cette pente-là, comme on le dit, extrêmement difficile. Un dénivelé qui va être assez long, qui va compléter l'ensemble de la montagne. Ça va donner une descente qui va être à la fois vertigineuse et longue. Dans un secteur où la neige est en forte abondance là, au courant de l'hiver sur notre montagne. Okay. Donc, ces 2 pistes-là sont ouvertes autant aux skieurs que ceux qui font de la planche à neige? Oui, effectivement. Comme l'ensemble des pistes de la station, c'est bon pour les skieurs et les planchistes. Donc, avec ces 2 ajouts-là, on est rendu à combien de pistes au total? On arrive à 29 pistes actuellement. Puis, si tout va bien, on va continuer d'aller de l'avant avec d'autres pentes la saison prochaine, puis la suivante. Donc, il y a plein de possibilités. Effectivement, il reste un bon potentiel sur la montagne. S'il continue à bien neiger comme ça, les 29 pistes vont être accessibles là, dès la première fin de semaine? Non, habituellement, on ouvre avec notre versant sud lors du premier week-end. Puis dans les fins de semaine subséquentes, comme c'est un secteur qui est non entretenu mécaniquement, donc on a de la végétation qui est un petit peu plus haute, ça prend habituellement environ entre 2 et 3 semaines supplémentaires pour pouvoir ouvrir le versant expert. On souhaite toujours être capable, être en mesure d'ouvrir ce versant-là pour le temps des fêtes. C'est très apprécié des gens du coin et du touriste également. C'est ce qu'on souhaite, oui. Parce que la période des fêtes, les gens sont en congé, fait qu'il doit avoir beaucoup d'achalandage là, sur les pistes dans cette période. Effectivement, le temps des fêtes, c'est très fort, parce qu'on sait que c'est pas très froid non plus, comparativement à janvier ou février. Fait que les plus jeunes, les nouveaux, ça amène beaucoup de gens sur nos pentes. Ouais. Là, ma curiosité a été piquée parce qu'il y a une autre nouveauté aussi qui est mise en place, c'est l'ascension de la montagne en peau de phoque. Oui, effectivement, pour un peu pallier pour certaines personnes qui ne sont pas vaccinées actuellement, on va offrir, et pour les gens vaccinés aussi bien sûr, on va offrir la possibilité, on va entretenir la montée du T-bar existant qui est adjacente au télésiège pour la remonter en peau de phoque. Alors ça va être sécurisé en ce sens, puis les gens vont pouvoir accéder moyennant un paiement de la journée, bien sûr, pour assurer la sécurité des gens, car ces gens-là vont avoir accès aux services de patrouille et aux services d'évacuation, le cas échéant. Oui, c'est quelque chose qui va être offert cette année que je trouve très intéressant, qui permet un accès assez rapide au haut de la montagne pour les gens qui ne désirent pas prendre la remontée mécanique. Okay. Donc là, vous parliez justement là, du vaccin, les gens qui sont vaccinés ne sont pas vaccinés, donc on est encore en période de pandémie. Il y a des mesures qui sont mises en place. Pour vous, ça vous affecte? Comment ça vous affecte? Est-ce que ça va être quoi les mesures qui vont être mises en place? Bien, on sait qu'actuellement, ce qui est en place, c'est le passeport vaccinal dans les stations de ski de l'ensemble du Québec, voire même le Canada. Alors, pour accéder aux installations et aux remontées mécaniques. Par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'à l'extérieur, dans les remontées mécaniques, on retrouve la pleine capacité. Donc, on peut monter 4 personnes à la fois. On doit encore, par contre, respecter à l'extérieur, dans les files d'attente, là, 1 mètre et à l'intérieur aussi. Puis
Le masque, évidemment, qui doit être conservé à l'intérieur, sauf lors de consommation d'aliments et boissons. Bon. Bien, merci beaucoup de votre passage en studio. Puis on vous Ça fait souhaite plaisir. une bonne saison. On Oui. espère que Dame Nature va être collaboratrice pendant tout l'hiver et que vous ayez une belle saison. Exactement. Merci. Et puis à tous les amateurs de planche à neige et de ski, bien, profitez bien des attraits que nous avons dans la région. Bon hiver! Pour connaître ce qui se passe chez vous, dans la vallée de la Matapédia, TVC Matapédia, on s'y retrouve partout. La Société locale de développement, M. Marc et Raymond Thériault, avec la collaboration de la municipalité de Lac-aux-Saumons, ont dévoilé la 5e pièce de collection de Lac-aux-Saumons le 18 novembre dernier. Cette 5e médaille représente un événement historique pour la région. Et pour en discuter, j'ai justement Marc Thériault avec moi en studio. Bonjour Marc. Bonjour. Ça va bien? Très bien, vous? Donc oui, donc on vous reçoit aujourd'hui pour nous parler justement de cette 5e pièce de monnaie souvenir. Qu'est-ce que ça représente, cette pièce? Cette année, le sujet, c'est le 125e anniversaire de l'arrivée des Acadiens à Lac-aux-Saumons. C'est-à-dire qu'en 1896, il y a des familles, alors que le Amkoui, Lac-aux-Saumons n'existait pas, n'était que des missions, le canton Amkoui existait. Et le centre du canton Amkoui, c'est directement à Lac-aux-Saumons. Et les colons ont commencé à arriver faiblement, jusqu'en 1896. Il y avait à peu près 10-15 habitations au plus. En 1896, les Acadiens aux îles de la Madeleine, il manquait d'espace, n'avaient jamais pu être propriétaires et décident suite à l'ouverture des terres dans la vallée de la Matapédia, ont rencontré un arpenteur, un certain Morancy, qui les dit « Hey, je viens justement d'arpenter des terres parce qu'il était venu voir à Valbriand, il était venu voir à Amkoui, tous des noms qui n'existaient pas à l'époque, c'était des cantons. Oui. Et il dit, bien, canton Amkoui, on vient d'arpenter, il y a peut-être de quoi d'intéressant, les terres sont plates sur le dessus de la montagne. Ils ont été voir et effectivement, ça les a intéressés parce qu'eux autres, ils cherchaient un bloc de l'eau. Leur but, c'était pas juste une ou deux personnes. Quand les Acadiens ont commencé à arriver à Lac-aux-Saumons par le train, en 1896, ils ont fait une différence. On est parti d'une dizaine de familles au plus à 10, 20, 30, 40. C'est des centaines de personnes qui sont arrivées à ce moment-là. Il y a eu un boom de 1896 jusqu'à 1905. Donc, en août 1896, commençait l'arrivée des Acadiens à Lac-aux-Saumons, et ça a fait 125 ans cette année. Donc, c'est ça le sujet de la pièce souvenir pour cette année. Célébrer le 125e de l'arrivée des Acadiens. À Lac-aux-Saumons. Donc là, on peut voir la pièce est de couleur bronze. Il y a trois couleurs, comme, comme par les années passées, c'est-à-dire doré, cuivré et argenté. OK. Oui. Donc celle-là est cuivrée. Bien, les trois. Ah, c'est les trois, Oh, c'est la même. OK, vous l'avez dans les trois couleurs. C'est ça. Il y a trois couleurs avec... D'un côté, on a les armoiries de Lac-aux-Saumons. C'est toujours ce qui reste permanent sur toutes les pièces qu'on a faites jusqu'à présent. Okay. Et de l'autre côté, côté face, si on veut, on a justement des sujets qui changent d'année en année. OK. C'est pourquoi vous m'avez dit qu'elle se faisait dans les trois couleurs? Oui, elle se fait dans les trois couleurs. C'est une question de varier l'ordinaire. OK. C'est juste, je vois les gens qui les achètent peuvent choisir la couleur dans laquelle ils veulent se procurer. C'est ça. Comme il y en a beaucoup qui achètent aussi un trio, ils achètent les trois couleurs parce qu'ils aiment ça. Il y en a pour tous les goûts. Et sont de quelle grandeur, les pièces? Les pièces, c'est du 32 mm de diamètre, 2,5 mm d'épaisseur. C'est fait en alliage d'acier. Les couleurs, c'est un plaquage, c'est un revêtement, c'est pas de l'or pur, je vous le dis tout de suite. Si vous voulez le vendre pour le cuivre, vous allez être déçus. C'est pas fait pour faire de l'argent, c'est plus pour un souvenir. Oui, c'est vraiment une pièce souvenir. Il y a différentes caractéristiques, le diamètre, épaisseur, matériaux, les bords sont crénelés, il y a différents détails qui font en sorte qu'on peut faire varier du style. Il y en a certaines parties qui sont avec un fond givré, d'autres parties sont lustrées. C'est ça. Il y a plein de variantes. Quelqu'un qui se met à le regarder va
va voir tous ces changements-là. Et c'est parti de quoi ce projet là, de vouloir créer ces pièces souvenirs? C'est parti du fait que moi et mon père Raymond, régulièrement, on discute, on réfléchit à qu'est-ce qui pourrait être intéressant pour la région. Du côté touristique, à un moment donné, on avait pensé, on a dit, bon, peut-être des pièces souvenirs. Bon, on avait déjà vu ça. Dans la famille, on a un historique de collection de monnaie. Ça fait que, bon, le sujet était intéressant. Sans plus. Jusqu'au moment où un de mes frères a la bonne idée de marier une Française. Et le mariage a lieu en France. En bon frère, en bon parent, on va assister au mariage. Et on se rend compte que sur place, qu'en France, déjà, il y a à peu près une dizaine d'années, les pièces souvenirs sont connues, sont utilisées et sont disponibles dans plein de lieux historiques, avec même au point qu'il y a même des machines distributrices qui sont sur place. Okay. Vous payez 2 €, 1,5, 2 €, et vous avez la machine la machine distributrice vous donne une médaille souvenir de l'endroit où vous êtes. C'est fait par la Monnaie de Paris. Okay. Et là, on se rend compte qu'il y en a beaucoup, et que non seulement il y en a beaucoup, mais la France étant le pays le plus visité au monde, le produit touristique le plus vendu étant la carte postale. Le deuxième produit touristique est quoi? Ces fameuses pièces souvenirs-là. Donc, on se dit, l'étude de marché est un peu faite. On dirait qu'il y a preneur. Ça intéresse les gens. Ça fait que l'idée, elle faisait donc son chemin de façon plus sérieuse et on s'est mis à rechercher un fournisseur qui pourrait nous frapper les pièces. OK. Jusqu'au moment où on a dit, bon, ben, on commence. C'était il y a 5 ans. Ah, bon. Et là, vous parliez quand ça vient d'une idée de la France. C'est acheté dans des machines distributrices. Est-ce que c'est le même principe ici? Est-ce que les gens se le procurent comme ça? On n'est pas encore rendu là. C'est pas encore rendu dans la culture et c'est pas assez. Il faudrait qu'il y ait ça dans, par exemple, s'il y avait ça dans les 18 municipalités de la région, on en parlerait. Si c'était commun dans des grands centres de Québec, Montréal, Trois-Rivières, etc., qui avaient déjà, c'était su et connu, bien, les gens, les touristes penseraient, « Hey, en avez-vous ici? » C'est pas le cas, on n'est pas là. Donc, on n'est pas rendu à ce stade-là. Non. Éventuellement, ça va venir à ça. Mais là, les gens qui veulent s'en procurer, là, c'est quoi la façon de faire? Le plus simple, c'est de contacter l'adresse courriel saumonet@gmail.com. Il y a certaines affiches qui sont aussi dans la municipalité, mais le plus simple, quelqu'un qui en voudrait, là, un de vos auditeurs, vos auditrices, ça serait simplement d'écrire un courriel à saumonet@gmail.com. OK. Justement, en parlant de Saumonet, là, vous me disiez qu'il y avait maintenant un logo. Oui, une nouveauté cette année, une création de Charles-Éric Poirier, qui... il y a toujours des gens qui se présentent sur la route. Puis, avez-vous un logo? Non, on n'a pas de logo. Si j'en faisais un, fais-en un. Il sort ça, très bien. Félicitations à Charles-Éric. Et c'est ça, Saumonet a maintenant un logo qui représente de façon stylisée justement 3 pièces de monnaie aux couleurs argentées, cuivrées et dorées. Et c'est ça. Bon. Et là, comme j'ai mentionné, c'est la 5e pièce. Je sais qu'on avait déjà parlé, mais on peut-tu faire un petit rappel là, de la représentation des 4 premières qui ont été produites? Oui, certainement. La première année, on a fait l'église. C'était justement l'année où est-ce que l'église de Lac-aux-Saumons a été transformée en centre multifonctionnel. Donc, c'était un bon départ. Dans la plupart des municipalités, c'est souvent aussi l'édifice le plus gros, le plus connu, auquel les gens s'identifient, croyant ou pas en passant. Hein. C'est l'édifice. La France a ses châteaux, nous, on a nos églises. Ça fait que c'est très bien. Et c'était la première année. La deuxième année, on a fait l'ancienne caserne à Beffroi, dont c'était le centenaire. Okay. C'est une des dernières casernes à Beffroi avec une tour, une tour pour faire sécher les boyaux d'incendie, okay, après usage, bien sûr. Et la caserne est toujours présente à Lac-aux-Saumons. Elle est désignée comme bâtiment patrimonial, etc. Donc, la deuxième année, c'était ça. La troisième année, on a fait la gare, qui n'existe plus, mais qui avait une architecture très intéressante. Et on a mis la gare et une locomotive qui a circulé, preuve à l'appui, avec son numéro sur les voies devant cette gare-là. Donc, on avait fait la gare. Ensuite, l'an dernier, c'était, on
on soulignait la présence des sœurs du clergé, les sœurs reines du clergé à Lac-aux-Saumons, OK. qui nous annonçaient, il y a un certain temps d'ailleurs, leur départ de Lac-aux-Saumons. C'est une communauté importante avec un édifice majeur dans la municipalité, dans la région. Donc, on soulignait la maison mère des sœurs reines du clergé. Et cette année, bien, c'est les Acadiens. Les Acadiens. Donc. Donc là, on est rendu à 5. Est-ce Oui. qu'il y a une possibilité il y en a d'autres qui se rajoutent? Oui, oui, il y a une possibilité. Y a-t-il un projet dans l'air qui s'en vient pour une 6e? Oui, il va définitivement avoir quelque chose pour une 6e. Est-ce qu'il y en aura une 20e? On ne sait pas. Nous autres, c'est du travail bénévole à 100 Ça OK. va un peu avec la disponibilité des gens, l'humeur du moment, le climat, la COVID. Mais il y aura une, il y aura une 6e pièce. On peut avoir un petit scoop sur ce que ça peut représenter ou c'est pas décidé encore? C'est pas décidé encore. OK, c'est en mais réflexion. Puis vous n'aurez pas non plus de scoop sur ce que ça pourrait Bon, être. je pourrais pas dire, j'ai pas essayé. Non. Mais ça dit que là, quand même, il y a une 6e qui pourrait être en préparation. Là. Oh, On oui, est sur le cas. Oh, on a des sujets pour au moins 10 ans. C'est pas les sujets qui manquent. Fait que C'est on peut juste, faire, comme cette année, c'était le 125e, on pouvait pas passer à côté. Mais ça, là, le prochain, Fait- là, c'est quand même faire l'historique en pièces de monnaie, c'est quand même original. C'est une belle idée. Et puis Oui, d'ailleurs, je pense que vous aimeriez ça peut-être inspirer d'autres municipalités ou d'autres villes de faire la même chose. Bon, et c'est qu'il y a clairement un potentiel, c'est clairement quelque chose qui a fait ses preuves ailleurs, donc le risque n'est pas là. Il y a un intérêt, puis c'est sûr et certain que d'autres municipalités voudraient commencer. Je parle pour la Matapédia, nous, on a toujours été très ouverts à partager nos fichiers de dessin et tout pour qu'ils puissent se lancer, qu'il n'y ait pas à faire le chemin qu'on a eu à faire, la recherche de fournisseurs, les délais, les coûts, tu sais, tout est su et connu. Si Montréal m'appelle, ça va être un autre discours. Mais, mais Oui, je parle pour la région. La là. région, vous allez être plus oui. clément. D'autres, bien, il y a peut-être de l'argent à faire des fois pour vendre ça à l'extérieur de la MRC, de la Matapédia. Il y aurait éventuellement, c'est sûr que la monnaie de Paris puis l'ensemble de la France ne se serait pas mis à faire ça par hasard. C'est sûr que c'est rentable à quelque part et que ça fait ses frais. Même chose, il ne ferait plus de carte postale s'il n'en vendait pas. Donc, c'est clair qu'il y a un potentiel et il y a d'autres municipalités qui voudraient emboîter le pas. S'il y a des gens dans chaque municipalité qui montrent un intérêt, nous autres, on n'a pas de problème à collaborer. C'est toujours une question de disponibilité des gens. On n'a pas 1 million de population. On dirait on en vend à 4 de la population de 3 millions. C'est pas la même chose que 4 d'une population de 1400 habitants ou de 18 000 dans la Matapédia. Il y a ça qu'il faut être conscient, là, puis de sorte qu'il faut faire un effort supplémentaire que d'autres n'auraient peut-être pas à faire, mais c'est clairement pas impossible. Là. Bon. D'ailleurs, justement, ils se vendent combien, les pièces? Ah, les pièces, bien, il y a plus. Ça se vend entre 8 et 12 $ dépendant du modèle. Les grises, les argentées sont plus nombreuses, donc moins chères, sont à 8, tandis que les cuivrées, qui sont toujours les plus prisées, sont à 12. Il y a moyen de faire il y a des combinaisons possibles, le trio pour 25. Il y a aussi le trio avec écrin pour 46 cette année. Très beau cadeau de Noël. Ben oui, s'enveloppe. le temps des fêtes qui s'en vient, en C'est plus. facile, Belle c'est idée de unique. cadeau. C'est ça. Puis il y a 600 pièces au total qui ont été frappées cette année, réparties dans les trois tons. Donc après ça, il n'y en a plus. 600 en tout avec les 3 ou 600 par couleur? 600 en tout. 600 en tout? En tout. Donc ceux qui veulent s'en procurer. 125, c'est ça. Parfait. C'est ça. Ben, Puis cette année, ben, comme je disais, c'est les Acadiens. Ça fait que sur la pièce, on voit le drapeau acadien, le tricolore étoilé. donc, comme vous portez en ce moment, le C'est sûr. petit épinglette, C'est ça, du drapeau le acadien. drapeau acadien. Le drapeau acadien, qui, en passant, c'est le plus ancien drapeau du Canada moderne, OK. adopté dans les années 1880 à l'île du Prince-Édouard. Le drapeau du Canada est plus récent, des années 1960. Le drapeau du Québec est des années 40. Le drapeau au Canada, le plus ancien du Canada moderne, là, le Canada de 1867, c'est le drapeau acadien. Ça fait qu'on ne pouvait pas ne pas le mettre sur la pièce. On a aussi mis, dans le haut un petit bateau à voile, pas n'importe lequel. C'est le bateau de Champlain.
OK, oui, bien... Oui, c'est vraiment le Oui, bateau de Champlain. C'est celui qui a été... vous ferez les recherches, là, la forme et tout, là, c'est officiellement une image du bateau qu'on dit, du navire de Champlain, de Samuel de Champlain, qui a fondé l'Acadie. On le connaît beaucoup pour avoir fondé Québec, mais il avait fondé l'Acadie avant. Oui, tout à fait. Ça fait un beau souvenir. Il y a plein d'éléments là-dessus historiques, donc... Puis c'est pas très gros comme pièce, donc c'est facile à conserver. Puis on a une belle historique là, à combiner là-dessus. On a même une boussole. Il y a une boussole dessus? Oui, il y a un cadran de boussole. Puis la façon dont les chiffres sont orientés, si vous êtes par exemple aux îles de la Madeleine et que vous orientez le 0 degré avec le nord, bien, le petit bateau pointe directement vers Lac-aux-Saumons. Pas vrai? Bon voyage. Wow! Intéressant. Ben écoute, c'est fantastique. Ben merci, M. Thériault. Plaisir. Et puis, ben écoute, c'est vraiment intéressant. Et puis, on va attendre avec impatience la 6e. C'est ça. On va sûrement annoncer bientôt. Novembre l'année prochaine. Novembre l'année prochaine. Oui, c'est parfait. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés à se procurer les pièces, on va pouvoir remettre l'adresse courriel pour vous les procurer. C'est une magnifique pièce et comme on l'a mentionné, ça peut faire une belle idée cadeau, une belle souvenir de l'histoire de Lac-aux-Saumons. Et puis, on envoie le message aussi aux autres municipalités et aux autres villes. S'il y a des gens qui sont intéressés à embarquer dans ce projet et de réaliser ces pièces, bien, vous pouvez contacter également M. Marc Thériault. Pour nous joindre, composez le 418 629 4503 ou écrivez-nous à journaliste@tvcmatapedia.com. Restez à l'affût de toutes nos activités en nous suivant sur Facebook. Vous pouvez également regarder nos émissions en vous abonnant à notre chaîne YouTube. L'artiste d'Albertville et le propriétaire du studio de production Urubu, Xavier Sénécal, alias Guz, a sorti son dernier album qui est maintenant disponible pour le téléchargement. Ce projet expérimental s'intitule Maloqueureux. Et j'ai le plaisir d'accueillir Guz avec moi en studio pour nous parler justement là, de sa dernière œuvre. Bonjour Guz. Salut Marc. Je le prononce comme il faut? Oui, parfait. C'est bon. Avant d'aller plus loin, je veux juste qu'on écoute un petit extrait parce qu'il y a peut-être des gens qui n'ont pas eu la possibilité encore d'écouter ta dernière œuvre. Moi, quand je l'écoute, j'ai juste le goût de fermer les yeux puis de me laisser partir dans mon imagination, me donner toutes les idées, suivre toutes les idées qui me passent par la tête. Puis quand je compare avec ce que tu as produit dans les autres albums auparavant, j'ai comme l'impression que c'est plus soft et même à la limite plus relaxant. Est-ce parce que tu voulais amener les gens ailleurs avec cette œuvre-là? Pour être bien franc, je pense jamais vraiment à qui va l'écouter pendant que je fais quelque chose. Je m'en fous un peu, je le fais parce que ça me tente, ça me fait du bien, c'est le moment. T'sais. Mais de la musique comme ça, j'en fais un peu à côté depuis des années. Là. J'en fais tout le temps. Ça fait jamais tant partie sous le nom de Guz, là, mais j'en fais quand même depuis un bon petit bout. Puis ça a donné, j'étais dans ce mood-là quand que j'ai fait mon setup, puis avec la guitare, puis toute la patente. Fait que c'est ça, je vais pas trop réfléchir à qui va l'écouter, comment, qu'est-ce qui, whatever. Je le fais pour moi, là, c'est le moment. Puis à ce moment-là, ça me faisait du bien de faire ça. Ça donne ce que ça va donner au moment que tu le vis. Exact. Donc, oui, c'est ça. Fait que je trouvais ça un petit peu plus soft. Et puis, c'était quoi ton inspiration? C'est quoi qui t'a inspiré dans ce moment-là? Bien, il y a deux trucs. Techniquement parlant, on pourrait dire, c'est qu'il y a un de mes amis qui m'avait prêté une guitare microtonale. Une guitare microtonale, en gros. Il y a des frettes, il y a des notes qui sont de plus que les 12 notes qu'on est habitué d'entendre, qu'on entend souvent, en fait, ici, en Amérique. Puis, fait qu'au lieu d'avoir 12 notes par octave, il y en a 24.
Fait que là, il y a comme toutes les notes dissonantes qui clashent avec les autres notes qu'on est habitué d'entendre. Fait que j'avais commencé à expérimenter avec ça, puis je jouais tranquillement, sans distorsion, rien. Puis cette espèce de mood-là, plus ambiant, plus relax, est venu de même, parce que la plupart c'est ultra dissonant quand même, tu sais, même si c'est relax puis ambiant. Fait que ça, c'est le côté comme technique de la patente. Puis sinon, j'étais dans un mood cette semaine-là. Le temps que ce genre d'album-là, ça me prend comme plusieurs jours à setuper. Je mets mes pédales d'effet, mes amplis, puis ma guitare, puis je m'installe. Puis ça me prend plusieurs jours à m'installer. Puis un matin, je peux s'enregistrer, paf, puis une heure et demie après, c'était fini, tu sais. Fait que c'était ça la démarche. Puis pendant ce temps-là, je te donne une pause où c'est que... C'est ça, pour plein de raisons dans ma vie, ces temps-ci, je côtoie malheureusement des gens qui sont un peu trop toxiques. Puis là, j'avais comme le goût de juste être tout seul dans ma tête, puis de penser que je leur crachais d'en face. Ça m'a juste de fait du t'éloigner bien. de ces gens-là, puis de partir, d'être dans ton monde, puis de ne pas être affecté par ces gens-là à quelque part. À quelque part, oui. Parce que j'ai pas le choix de les côtoyer, donc ça fait partie de... Je peux pas m'en éloigner, tu sais. Fait que c'était ma façon de m'éloigner de tout ça. Fait qu'on peut considérer que c'est comme un album échappatoire, à quelque part. Ouais. Et puis, aussi, là, tu parlais des instruments que tu as utilisés parce que tu voulais explorer de nouvelles tonalités. On entend, là, on écoutait juste un petit extrait, mais quand on écoute les autres trames, on entend d'autres sortes de bruits. C'est produit comment? C'est ça, il y a la guitare microtonale. Ça fait que là, il y a des notes qui sont anormales à notre oreille. Puis sinon, ça fait un petit bout là, que je construis mes pédales d'effet, puis des synthés, puis des trucs, mais fait que je m'étais assis avec 2-3 pédales que je voulais explorer encore plus. Puis là, fait que là, j'ai passé la guide dans mes 3 pédales, puis après ça a sorti dans 2 amplis. Fait que là, tout ce qu'on entend, c'est les 2 amplificateurs, un dans l'oreille gauche, puis un dans l'oreille droite, puis that's it. Fait que tous les effets, tout ce qu'on entend là, c'est une take, il n'y a pas de mix après, il n'y a pas de rien, c'est vraiment juste... Il y a quand même plusieurs sons qui ont été produits. Oui. Donc, il y a quand même plusieurs... je sais qu'il y a une trame aussi. On entend, ça fait comme des bruits d'insectes aussi. Oui, c'est ça. C'est plein de techniques. Jouer avec juste les simples choses avec quoi tu as utilisé. Tu as été capable de faire tous ces bruits-là, ces tonalités-là. Yes. Parfait. Et si je peux rajouter quelque chose, étant donné que je produis puis je fais mes pédales d'effet, mais là, je vais les tester au bout. Fait que là, ils servent à quelque chose à la base, mais là, avec des projets comme ça, je suis capable d'aller au bout puis de voir les extrêmes de ce que je peux faire avec mes petits bidules. On voit aussi la pochette de ton album. C'est qui l'a réalisé? C'est moi. C'est toi? Oui. Et puis, c'est quoi la symbolique? C'est juste une illustration, fait que c'était à la base, c'est juste c'est du foin qui ont comme avalé un pneu d'un vieux Jeep qui se trouve pas loin de chez nous. Puis je trouvais ça beau, juste le foin qui avale un pneu. Puis j'ai pris une photo, puis je l'ai retracée à la main, puis j'ai été lâche, puis j'ai pas dessiné de pneu. Fait que c'est ça qui est... On voit le foin, mais il faut imaginer que il y a un pneu caché derrière. Je trouve la texture le fun, c'est pas mal. Oui, ça donne un petit côté, je trouve que ça représente bien la musique qu'on retrouve sur l'album. Là, tu mentionnais aussi, là, présentement, on peut télécharger les pistes sur Internet. Yes. Mais ça va sortir en cassette également. Oui, c'est ça. J'ai fait une commande de cassettes, puis ils sont arrivés ce matin. Fait que là, je fais ça cette semaine. Mais oui, ça me tentait là. Je sais pas pourquoi j'écoutais ça, puis j'avais le mood de cassette. Puis en plus, quand j'ai coupé tous les silences de ma session d'improvisation, j'ai tout rebooté ça, puis ça fitait comme presque parfaitement dans 2 fois 20 minutes. Je me suis dit, c'est parfait pour la cassette. Fait que c'est ça, c'est un trip de petits gars là. Et oui, et justement, la question que je me posais, c'est pourquoi la cassette? Parce qu'aujourd'hui, tout est quasiment sur CD. Pourquoi vouloir faire revivre la cassette?
Puis tout est sur CD, puis presque plus, là, dans le sens qu'on est pas mal plus en streaming. Oui, puis, tout est en ligne beaucoup aujourd'hui. Ouais, puis les CD, je l'ai fait en masse, puis il m'en reste encore à la maison, de plein d'autres projets. Fait que je voulais plus, c'est ça, je voulais juste pas avoir de caisse de CD chez nous à la maison. Puis j'aurais aimé ça, faire ça sur vinyle, mettons, mais pour un projet expérimental de même, c'est beaucoup trop d'investissement pour c'est ça, pour tout ça. Fait que là, puis je me suis acheté un tape cassette cette année, puis que là, je fais les tests pour modifier le son et toute la patente. Fait que je me suis dit, t'inquiète là, on va essayer la cassette. Puis en plus, ben, c'est un des premiers tests, là, fait que si un jour je peux faire un truc ultra obscur et underground de black metal, ben ça va être le format idéal. Donc, là, tu mentionnais que tu as reçu ta livraison de cassettes. Donc, ça va être à partir de quand les gens vont pouvoir se les procurer? J'ai aucune idée. Je vais faire des tests cette semaine, puis on verra si ça fonctionne. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis encore en vente partout. Là. J'ai juste annoncé. Sinon, mais que ça soit en vente, les gens vont pouvoir se les procurer comment? Directement sur le Bandcamp, OK. comme l'album en streaming. Ça va être le même principe. Les gens vont suivre le site Internet, Yes. soit qu'ils la jettent en ligne ou ils peuvent commander la cassette. Yes. Donc, là, tu me disais là, que c'est quelque chose qui s'est produit quand même rapidement, qui s'est fait rapidement. Mm-hmm. Donc, là, présentement, est-ce que tu travailles sur un autre projet? Est-ce que tu as d'autres choses qui s'en viennent? Oui, j'ai beaucoup d'affaires qui s'en viennent. En fait, là, j'ai comme pris la décision que cette année, j'allais sortir un album à peu près par mois pour à peu près 1 an. Un beau défi? Ouais, ben, tu as beaucoup d'imagination, là, tu le sais que... Ben, tu sais, c'est ce que j'expliquais, je sais plus qui, là, des albums comme ça, c'est plus la démarche, puis le travail est plus dans le concept, puis dans l'exploration. Fait que, tu sais, faire des albums comme ça, je suis capable d'en faire quand même beaucoup, parce que j'explore tel concept, tel truc, ou tel instrument même, ou telle ambiance, etc. Fait que ce genre d'album-là, c'est quand même relativement rapide à faire. Tandis que ben là, dans les albums qu'il va y avoir dans la prochaine année, il y en a quand même quelques-uns qui sont plus complexes, on pourrait dire. Déjà qu'il y a une trame narrative. Déjà, en startant, c'est plus de travail pour moi. Ça me prend plus de temps d'écrire que de composer des trucs comme ça. Ouais, puis là, te donner un objectif d'un par mois, c'est quand même, tu as l'intention d'en sortir 12 en prochaine année. À peu près, oui. OK. On verra, mais jusqu'à date, j'ai déjà 5-6 albums sur mon disque dur à la maison, 4 ans. Ah, qui sont prêts, donc tu as déjà pris de l'avance. Oui, c'est ça. Je me serais pas lancé le défi si j'étais pas sûr que ça arriverait pas pour faire les 12 albums par mois. Et merci de ton passage. Puis je sais qu'aussi, on avait diffusé là, il y a quelques années, en 2018, je pense, ton court-métrage Souffle. Ouais. Donc, des gens qui n'avaient plus de voir aussi à la télévision. Donc, on va pouvoir annoncer maintenant ton nouvel album. Merci. Donc, merci d'être venu en studio. Puis on va souhaiter une longue vie à tes œuvres. C'est bon, merci de m'avoir accueilli. Donc, les gens qui sont intéressés à se procurer les pistes ou bientôt, aussi comme on a annoncé là, en cassette, vous pouvez vous rendre sur le site Internet qui va être affiché là, au bas de l'écran. Donc, vous pourrez là, vous procurer l'œuvre de Guz. Oui, ce sera pas long, je vais vérifier ça. Marie-Brigitte, qu'est-ce que tu fais? Je vérifie les cartes de bingo. On a une tablette pour faire ça maintenant! Nous avons un gagnant, nous allons commencer le tour suivant dans un instant. Rejoignez-nous au Télébingo ce dimanche à 12h30. À la chronique sport cette semaine, on va parler du Canadien de Montréal. On sait qu'ils connaissent un début de saison plutôt difficile. Donc, pour les soutenir, je porte mon beau foulard du Canadien. Mais ce n'est pas moi qui va vous en parler aujourd'hui. C'est mon chroniqueur Étienne Boudreau. Bonjour Étienne. Salut. Comment ça va? Bien toi? Merci là, de venir encore faire des chroniques sport à l'émission. Donc, comme je l'ai mentionné, on va parler du Canadien qui va pas très bien cette saison-ci. Ouais.
Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de 5 sujets du Canadien. Donc, on va commencer par le congédiement de Bergevin et Timmins. Euh, Bergevin et Timmins, c'est un petit bout qui était en place. Là, les rumeurs commençaient à être de plus en plus fortes. Puis là, ça a tombé que les deux sont partis. Jeff Gordon, qui est rendu le vice-président exécutif des opérations hockey. Pour du côté, pour remplacer Bergevin, on n'a pas trouvé encore quelqu'un. Même affaire pour Timmins. Mais en parlant de Bergevin, il y a Patrick Roy qui s'est manifesté, qui aimerait le remplacer. Toi, t'en penses quoi du fait que Patrick Roy aimerait ça être le directeur général? Ben, Sagos Roy, il va vouloir tout décider, puis je trouve qu'il a trop un caractère bouillant. On dirait que je suis pas très fan à l'idée d'amener Patrick Roy. J'amènerais plus quelqu'un de plus calme, un Mathieu Darche, un Daniel Brière. OK. Bergevin a quand même fait des bons coups. Il y a eu un bon bilan. Si on pense à quelques échanges, Philippe Danault, un choix de 2 qui est devenu Alexander Romanov contre Dale Louise et Thomas Fleischmann qui a envoyé à Chicago. Pacioretty contre Tatar et Suzuki, pour l'instant, c'est pas mal égal dans cette transaction-là, sauf que Suzuki, on va le voir dans l'avenir, les Canadiens vont sûrement sortir gagnants. Quand il a été chercher Radulov, qui avait 20 équipes qui étaient dans le derby pour aller le chercher aussi, c'est un bon coup. Il y en a eu des moins bons si on pense à Sergachev contre Drouin. Mais il y a quand même un bon bilan Bergevin. Puis Timmins, les premiers choix, il en a raté un peu. OK. Ça, c'était ton premier sujet que tu voulais nous amener par rapport aux Canadiens? Ouais. Tu peux y aller avec le deuxième? Donc, je vais vous parler de Cole Caulfield. La hype du début de saison était vraiment haute pour Cole Caulfield. Ça s'est un peu estompé depuis le début de la saison. Là, au début de la saison, ça allait pas bien. Ils l'ont renvoyé à Laval. À Laval, ça a bien été, mais on voyait que la confiance n'était pas encore au rendez-vous. Il a fait 6 parties. Il a fait 5 points, 6 parties, sauf que tout de suite, quand il a commencé à retrouver ses repères, ils l'ont tout de suite monté à Montréal. Puis à Montréal, ça va pas mieux depuis qu'il est revenu. Il y a des problèmes. On dirait que c'est trop en montagne russe Caulfield. Puis si on veut pas faire comme qu'on a fait avec les autres recrues du Canadien, les brûler, ben là, c'est peut-être le temps de le penser, de l'amener à Laval pour qu'il joue peut-être du 23 minutes par game, qu'il soit en confiance, qu'il joue sa first, à comparer que là, dans la Ligue nationale, ça va pas bien pour lui. En plus, il n'est pas dans un très bon environnement à Montréal, ça va pas bien. Donc, j'ai hâte de voir quand est-ce qu'ils vont le renvoyer parce que ça va juste pas bien. Sa confiance n'est pas là. Il y a de la misère. Selon toi, tu penses-tu qu'ils vont le faire? On dirait que je pense pas qu'ils vont le faire parce qu'ils veulent tellement, ils ont tellement d'espoir fondé sur Caulfield qu'ils pensent que, ils attendent que ça débloque. Mais force est d'admettre qu'en ce moment, ce serait peut-être bon pour lui d'aller à Laval. Ça marche pas de même, hein? Le déblocage n'arrive pas comme ça en claquant des doigts. Ouais, c'est ça. Parfait. Ça serait ta recommandation là, au niveau pour Caulfield. Ouais. OK. Donc, troisième sujet, les changements de trio. C'est au début de l'année, on avait un top 6 qu'on pensait qui était comme cloué dans le béton. Sauf que finalement, les blessés sont venus affecter les Canadiens. À un moment donné, il y avait 50 millions de la masse qui est blessée. C'est beaucoup. Puis au début de l'année, on avait Suzuki, Caulfield, Toffoli, qu'on était sûr que c'est notre first. Là, ça n'a pas bien marché au début de la saison. Ils ont commencé à changer de trio. Sur notre 2, Dvorak, Drouin et Anderson, on avait trouvé un bon trio avec ces trois-là, de la belle chimie. Encore là, les blessés sont venus changer les plans. Sauf que les Canadiens, pour que ça aille mieux, peut-être aussi, il faudrait de la stabilité. Parce que de la stabilité, en ce moment, ils font juste jouer à chaise musicale, puis il ne peut pas se développer de la chimie avec les joueurs quand il y a juste des changements de trio.
Mais là, actuellement, est-ce qu'ils ont d'autres solutions? Parce que là, avec les blessés, il faut qu'ils n'ont pas le choix de faire un roulement, j'imagine? Ouais, ben c'est ça, ils montrent les jeunes de Laval qui jouent bien. Sauf que là, quand tu es rendu avec 5-6 joueurs de Laval dans ton club, ça fait dur. Ça explique là, pourquoi ils ont autant de difficultés là, depuis le début de la saison. Ouais, ça explique, mais il y a quand même d'autres équipes qui ont passé à travers les blessures, mais les Canadiens, c'est un peu plus dur. Oui, effectivement, ils ont plus de misère. Y aurait-il d'autres solutions? Il y a sûrement autre chose qui pourrait être fait, ou selon toi? Ben, pour moi, la saison est pas mal perdue d'avance, donc j'échangerais des joueurs pour la banque d'espoir. Il faut qu'on la garnisse. Là, ça sert à rien d'essayer d'amener des vétérans. Là, la saison, c'est fini. Mais si tu veux faire jouer tes jeunes, fais-les tout jouer tant qu'à faire, là. Oui, c'est ça. Prépare ta prochaine saison, puis Ouais. autrement, mets ton énergie sur préparer la prochaine saison, puis on oublie celle-là. Ouais. Parfait. T'avais-tu Donc, d'autres? Oui, vas-y. quoi? Sébastien Gillet, t'avais-tu d'autres points? Oui. Ah non, c'est pas mal ça sur les changements de trio. Parfait. Les unités spéciales aussi, ça va pas bien avec les Canadiens. Quand tu es en power play, c'est supposé être positif, tu es supposé avoir une chance de marquer. Puis les Canadiens, en ce moment, sont 29e en avantage numérique. Souvent, c'est les autres équipes qui ont quasiment plus de chances que les autres qui partent en échappée. Puis on a quand même des bons joueurs qui peuvent jouer. On a des bons buteurs qui peuvent aller scorer sur le powerplay. T'as Hoffman, t'as Foley, même Caulfield quand il est en confiance. T'as des bons passeurs, Suzuki, Drouin. En avant du net, tu peux avoir Anderson, Vorak, Gallagher. Ils ont des bons éléments, sauf que ça clique pas, ça chimie. Puis encore là, la première vague de powerplay ou la deuxième est souvent changée. Mais on dirait qu'ils n'ont pas encore trouvé la recette. Puis ça pourrait leur aider à gagner des parties si l'avantage numérique marcherait bien, parce que tu as quand même plusieurs chances par partie de te remettre dedans quand tu as un powerplay. La même affaire en désavantage numérique, sont 31e. Là aussi, ça va pas bien. Les unités spéciales, c'est pas la force des Canadiens. Mais en tout cas, ça c'est ma perception, mais il me semble qu'en avantage numérique, c'est pas la première année qu'ils ont des difficultés. Peut-être que je me trompe, là, mais il me semble là, c'est pas la première année qu'ils ont des difficultés quand ils sont en avantage numérique. Ça se peut-tu? Ouais, ça fait plusieurs années. Puis ils ont changé l'année passée. Ils ont changé de coach pour les unités spéciales, puis ça marche pas plus. À un moment donné, il faudra trouver une solution. Effectivement. Il faudra qu'il y ait une solution qui soit mise en place. Mais pour le moment, il ne semble pas l'avoir trouvée. Non. Ils essayent tout, mais il n'y a rien qui marche. T'avais un autre point? Oui, le 5e point, ben j'ai mis les joueurs à échanger. Oh, ça va être intéressant. On veut s'en aller en reconstruction. Les partisans du Canadien, ils veulent voir leur équipe gagner, sauf qu'ils sont pas prêts à avoir une reconstruction pour que le Canadien ait de la misère pendant 3-4 ans. Le but d'une reconstruction, c'est que ton équipe soit d'un dernier au classement pour qu'ils puissent rebâtir avec les jeunes. Fait que pour moi, ben, Tyler Toffoli serait échangé. La semaine passée, il parlait, c'était dans quelques semaines qu'il allait se faire échanger. Là, il est blessé pour 4 à 8 semaines. Ça va peut-être faire reculer d'autres équipes vu qu'il ne peut pas être là direct. Mais Toffoli, c'est clair que ça me surprendrait qu'il soit encore là l'année prochaine avec le club. Ben Sherratt, malgré la saison mauvaise des Canadiens, lui, il connaît quand même une bonne saison. Il peut jouer sur le top 4 pour une équipe. Je pense que les Canadiens peuvent aller chercher quand même une bonne monnaie d'échange pour Sherratt. Brett Kulak aussi, il est dans les rumeurs d'échange. Les Canadiens, ils vont chercher des défenseurs 6-7. Carl Clay, Chris Weidman, il y en a plein. Puis là, Kulak, je pense que lui, il va s'en aller. Il est quand même capable d'aider une équipe sur ton troisième duo. Il peut faire la job. C'est quand même un bon défenseur qui ne va pas trop coûter cher aux autres équipes. OK. Arthur Lekonen et Yoel Armia sont dans les rumeurs, eux autres aussi. Il y aurait plusieurs équipes qui auraient manifesté de l'intérêt.
Lekonen, c'est quand même un bon joueur de hockey, sauf qu'il est capable de faire des beaux jeux, sauf qu'il a de la misère avec la finition. Lekonen, il finit rarement ses jeux. Yoel Armia, il n'a pas un bon début de saison. Sa confiance est pas là, mais c'est quand même un bon joueur qui peut aider une équipe. Son côté physique en série, ça me surprend pas qu'il y ait beaucoup d'équipes qui aient de l'intérêt. Il y a des joueurs qui sont durs à échanger. Carey Price, si on veut aller en reconstruction, ça ferait du bien d'enlever son 10,5 sa masse. Mais quelle équipe va être prête à payer 10,5 millions? Edmonton tenait rumeur, sauf qu'ils sont à côté au plafond. Donc, c'est clair que si Price s'en va à Edmonton, admettons, il faudra qu'ils retiennent de l'argent. Il faudra qu'Edmonton sûrement échange Mikko Koskinen pour faire de la place. Donc, c'est pas simple. Le 10,5, c'est la masse pour encore 4 ans à la fin de la saison. Chez Weber, la seule manière que tu peux l'échanger, c'est que tu le mettes sa LTIR sur les blessés à long terme, puis ça compte pas sa masse. Parce que sinon, il n'est pas échangeable. Brendan Gallagher, oui, je sais que c'est un leader pour le Canadien, mais encore là, si on s'en va en reconstruction, 6,5 pour encore 5 ans en fin de la saison, c'est beaucoup. Gallagher, il en reste moins. Là, au début de sa carrière, il était sous-payé. Donc là, Bergevin l'a payé pour qu'est-ce qu'il a amené au club. Sauf qu'en ce moment, c'est ben trop. Il reste encore beaucoup d'années à son contrat. Donc pourquoi pas s'en débarrasser. Puis Jeff Petrie, l'année passée, il avait une bonne valeur, il jouait bien. Sauf qu'en ce début de saison, c'est catastrophique. C'est pas Jeff Petrie qu'on connaît. Il est pas en confiance. Il a perdu Joel Edmondson, puis on a hâte qu'il revienne parce que Petrie, sa confiance, on ne sait pas où. Donc, en ce moment, ça va être dur de l'échanger. Petrie, j'attendrai peut-être pour espérer qu'il revienne en confiance. Mais sa valeur en ce moment, c'est ça, elle est pas bonne. On parlait un peu aussi de Carey Price. Présentement, il est en arrêt de jeu. J'imagine quand un joueur est en arrêt de jeu, ça va être plus difficile de l'échanger parce qu'il n'y a pas personne qui va vouloir aller recruter un joueur qui ne joue pas. J'imagine. Ouais. Ah ben là, il va commence à faire des progrès, commence à aller sur la glace, sauf que c'est ça, là, on ne sait pas quand est-ce la date qui va revenir, est-ce qu'il va être à 100%. C'est clair qu'il y a quand même des équipes qui vont être intéressées. C'est Price. En série, on sait qu'est-ce qu'il est capable de te donner. En série, la masse salariale, il n'y en a plus. Donc, est-ce qu'il y a une équipe qui va essayer d'aller le chercher? Puis, ils ne font pas gauler, ils le mettent sur la liste des blessés à long terme, comme un peu qu'est-ce que Tampa a fait avec Kucherov l'année passée. Puis, ils rentrent dans les séries. C'est des scénarios à penser avec Price, mais c'est pas facile d'échanger un goal à 10,5 millions. Non, c'est sûr que c'est... tu veux pas mettre toute ta masse salariale sur juste un joueur non plus, là. Fait que ça, c'est un pensez-y bien, j'imagine, pour les autres équipes, là. Ouais. Oui, c'est un joueur que le monde veut l'avoir, mais est-ce qu'ils sont prêts à payer pour l'avoir? Ça, c'est une autre question. C'est sûr. On veut le garder Price, sauf qu'en même temps, son salaire tracasse. Mais j'ai hâte de voir s'il va rester. Parce que là, avec le salaire de Price, est-ce que le Canadien est un peu amputé pour se payer un autre bon gros joueur, selon toi? Ouais. Les Canadiens sont pas mal à côté. Mais c'est ça, il faudra que s'il l'échange, il faut qu'il retienne du salaire parce que 10,5 juste d'un but, quand que des équipes qui sont en bas du plafond, qui ont pas beaucoup, qui sont comme à 60 millions sur la masse, il n'y en a pas beaucoup, là. Non. Donc, ça va être dur. Bon. Fait que, il y a un gros travail à faire. Je vois que tu as déjà exploré, tu as déjà regardé des solutions. Tu pourras peut-être envoyer tes idées aux Canadiens. Est-ce que ça fait le tour de ce que tu voulais nous parler par rapport aux Canadiens de Montréal? Ouais. Oui? Bon, ben merci beaucoup. C'était super instructif. Avant de terminer, je voulais te demander comment ça a été ton tournoi de basketball en fin de semaine? Ouais, ça a bien été.
On a quand même eu du succès. On a gagné nos 2 premières parties, puis notre dernière, on l'a perdue. Mais on retire du positif, on va continuer à s'améliorer, puis on va essayer d'arriver encore plus fort pour le prochain tournoi. Bon, un vrai discours de joueur professionnel. Bien, merci beaucoup, Étienne. J'espère que tu vas revenir faire d'autres chroniques sport. Ouais. Parfait. Bien, on va t'attendre, puis c'est super intéressant. Merci beaucoup, Étienne. Merci. Bonne journée. Ouais. Informatique Barest est responsable de l'entretien du matériel informatique de votre TVC. Informatique Barest, vente et réparation d'ordinateurs, services commerciaux et résidentiels. 418-629-INFO. C'est ce qui termine l'émission de Info.tvc. Nous, on va se retrouver le 7 janvier. D'ici là, je vous souhaite, moi et toute l'équipe de la télévision communautaire, on vous souhaite de joyeuses fêtes. Restez à l'écoute. Le bingo n'est pas arrêté pour la période des fêtes et surveillez notre programmation sur notre chaîne. Joyeuses fêtes!